Bon, bonjour à tous. Normalement, j'ai la voix qui porte de façon un peu générale. Vous me dites, oui, oui, voilà. Donc, je suis très, très contente d'être ici pour cette journée mensuelle. Alors, pour plein de raisons, mais que j'évoquerai un peu tout au long, notamment de ma présentation. Du coup, donc, l'idée de cette présentation, c'était de voir un peu la question de l'évolution de la prise en charge finalement du comportement tyrannique. Et alors, à plusieurs titres, je suis très contente d'être là puisque j'ai fait partie de l'équipe du CHU de Montpellier pendant assez longtemps, donc qui a démarré ces prises en charge. Je vous raconterai un peu ça. Et puis de voir l'évolution aujourd'hui, notamment en voyant les assos qui se déplacent sur le territoire à l'heure actuelle. Donc, c'est bien aussi de constater un peu tout ça de ma place. Du coup, l'idée de cette présentation, c'est qu'on fasse, alors je crois qu'on avait dit à peu près 1 heure de présentation, enfin grosso modo, et après que ce soit plus interactif, que vous ayez l'occasion de pouvoir aussi poser vos questions et qu'on puisse échanger. Alors, je sais qu'il y a quelques professionnels locaux aussi pour le coup, et donc c'est toujours appréciable aussi. Alors, c'est un peu finalement quand on s'occupe des familles où un enfant présente des comportements tyranniques, c'est un peu un proverbe qui nous a porté quand on a commencé à s'organiser, nous, sur le CHU de Montpellier et donc à découvrir finalement les programmes de résistance non violente. C'est cette idée de dire que justement pour faire face à la violence, il faut être autour des parents et il faut s'organiser autour des parents, des familles tout entières même. Et la violence, elle ne peut pas se résoudre à huis clos de façon isolée aussi. Et c'est très porteur. Pour le coup, il y a des programmes de résistance non violente qui existent donc pour les familles, ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais aussi pour les communautés, en fait. Et c'est très intéressant, notamment, de voir un peu comment tout ça évolue. Donc, c'est un peu pour commencer ça. Donc, qui je suis? Alors, qui je suis, plutôt que de vous sortir mon CV de façon inintéressante, c'est surtout les lieux dans lesquels j'ai exercé et notamment sur les questions de résistance non violente. Donc, forcément, le CHU de Montpellier qui a été un porteur de ce programme depuis de mémoire 2015. Mais je ne suis pas de Montpellier, je suis de pas très loin d'ici, je suis de Vienne, du coup, donc je suis gentiment rentrée chez moi. Et j'ai eu une double activité donc en libéral et au CHU de Lyon, donc à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants pour ceux qui sont de par ici. Puis après, je suis partie du CHU et j'ai été en dispositif ITEP, plus vers chez moi. Et depuis un gros mois, enfin 2 gros mois maintenant, au CMP de Vienne pour les unités des 3-10 ans. Et je suis aussi recrutée pour ce type de projet, en fait. Je ne suis pas juste recrutée pour voir des gens en consultation de façon un peu classique, quoi, en fait. Voilà. Donc, comment c'est venu finalement d'accompagner vous, les familles, où on a un enfant ou un ado, en tout cas, qui présente des comportements tyranniques? Alors, au départ, il y a le contexte clinique de là où j'exerçais, donc c'était au CHU de Montpellier, en consultation, où on voyait des familles, je pense que ça va vous parler, mais qui nous décrivaient des crises de violence, voilà, des problématiques de violence physique, de violence verbale, de choses comme ça. Et en consultation, rien n'était observé. Donc là, ça nous posait des questions parce que, en fait, on ne savait pas faire, très clairement, et on n'avait jamais vu, c'est vrai aussi. Les enfants, pareil, en crise, en urgence, qui étaient conduits donc aux urgences de pédopsychiatrie, et une fois arrivés aux urgences, très posés, très, voilà, rien à signaler. Donc là-dedans, pareil, comment on accompagne aussi. Des difficultés à l'évaluation parce que des enfants qui n'avaient pas, je dirais, de demande, qui disaient non, non, mais tout va très bien, voilà, c'est les parents qui ne vont pas, c'est les parents qui me font des reproches. Et donc, voilà, et aucune motivation pour les soins. Alors, quand je dis aucune, c'est une motivation qui peut être aussi relative. C'est que parmi vous, il y a beaucoup de parents qui disaient, si tu vas voir la psy, tu auras je ne sais pas quelle récompense ou je ne sais pas quel truc.
On comprend dans le côté détresse, néanmoins, pour nous, ça nous mettait aussi en difficulté parce qu'en fait, il y avait pas de vraie demande finalement et c'est tout à fait propre à aux particularités de ces populations-là, mais qu'on a découvert qu'en 2015, en termes de pratiques pédopsychiatriques. Et les violences restreintes uniquement au sein de la famille ou en tout cas, ce serait plus de dire uniquement en présence des parents. Voilà. Après, il est pas impossible non plus chez, les plus grands, les ados et tout ça, que la violence puisse, s'étaler à d'autres milieux. Mais c'est vrai qu'au départ, dans ce qu'on a observé, nous et dans nos premières publications, on était plutôt, restreint au contexte, familial. Donc pourquoi une énième nouvelle approche? Alors ça, c'est, dans ma pratique du quotidien, de libérale, je vois beaucoup de familles qui disent: «Non, mais nous, on a tout fait, vous allez encore nous vendre un programme» ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, bon, bah, faut un peu expliquer, ça aux familles. Et effectivement, il y a des familles qui ont fait plein de parcours de soins, dont les enfants, sont suivis depuis qu'ils ont 3 ans et ils en ont 12 aujourd'hui, et où finalement, ça porte peu ses fruits en tout cas, parce que probablement que les choses ne sont pas, regardées du même angle qu'en résistance non violente. En tout cas, on a l'importance de l'augmentation, aussi de la demande, bah, des familles, mais des enseignants et des communautés pour trouver des solutions acceptables et concrètes à des problématiques difficiles de violence. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, ça devient une problématique qui est sociétale, ces questions de violence aussi et il y a quand même beaucoup d'acteurs qui se mettent autour de la table. Alors, notamment sur le Lyonnais, il y a quand même tous les médecins scolaires qui sont formés en résistance non violente. Je tiens à le préciser. Une crise de l'autorité dans nos sociétés, ça c'est très clair. Un isolement de certaines familles, là où avant effectivement on vivait plus en communauté. L'utilisation de la violence au quotidien dans l'autorité, ce qui complique aussi les choses. Peu de remèdes. Le renforcement de la sphère privée qui aggrave les problèmes. Alors là, il y a une étude qui a été menée par Chaim Omer et qui dit que la sphère privée qui aggrave le plus les problématiques de violence, c'est l'espace personnel de psychothérapie de l'enfant. Voilà. Donc, bon, moi, je peux me permettre de dire ça parce que je suis psychologue, mais c'est vraiment cette idée de dire, les familles, qui sont en détresse, bah, en fait, l'espace de l'enfant, OK, c'est l'espace de l'enfant, mais il faut partager des choses avec les parents derrière. Enfin, il faut que ça remonte, c'est un système et c'est pas, de façon isolée, chacun dans son petit coin. Ce que je dis là, c'est vrai pour les problématiques de comportement tyrannique, c'est pas vrai pour tout le reste. Voilà. Mais en tout cas, c'est important parce que moi, même dans ma consultation, à tous les endroits où j'ai pu consulter, on va dire, c'est des choses qu'on a observées. Beaucoup de familles qui nous disent: «Mais en fait, nous, il a son suivi depuis, très longtemps, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'a jamais de retour». On finit par nous dire: «Non, non, mais votre enfant va bien, c'est vous qui avez un problème». Oui, enfin, ça me semble un peu léger quand même. Bref, le retard de diagnostic en pédopsychiatrie en France aussi. En France, il y a quand même pendant longtemps et ça existe encore, aussi, cette approche que, ben, s'il y a pas de diagnostic, il y a pas de solution. Et à Montpellier, il y a un moment maintenant, mais on avait un autre problème, c'était qu'on ne pouvait pas prendre en charge les parents si les enfants n'étaient pas dans les murs. C'est compliqué et alors Montpellier c'est plus du tout le cas depuis, depuis je pense 2015 ou un peu, à peu près par là. Mais par exemple, sur les secteurs pas très loin d'ici, c'est encore le cas. Si l'enfant n'a pas une prise en charge et ne vient pas en suivi en psychothérapie, on n'a pas accès aux parents. Donc je vois pas très bien comment on peut travailler ces problématiques-là aussi. Donc enfin voilà. Vous aurez bien compris que ça reste toujours dans les freins cette affaire-là. Avant 2015, qu'est-ce qu'on savait faire? Ben, alors à Montpellier, on avait de la chance, on savait quand même faire un certain nombre de choses et il y a très, très longtemps, notre ancienne chef de service, alors qui n'exerce plus du tout maintenant, s'occupait en fait des familles, enfin avait bien compris qu'un enfant, c'était pas un enfant tout seul isolé dans un coin, il vivait dans un système familial et il fallait s'occuper des parents en fait aussi. Donc, on avait pas mal d'expérience dans les groupes de PEHP. Alors, PEHP, ça veut dire Programme d'entraînement aux habiletés parentales et notamment, dans celui qui s'occupe des parents d'enfants TDAH, qui est le programme de Barclay. Il y en a d'autres aussi, mais peu importe. En tout cas, les modérateurs habituels des effets de ces prises en charge-là, ce sont la modification en direct des comportements de l'enfant
et la valorisation des familles avec le sentiment d'efficacité et de compétence parentale qui augmente parce que les parents mettent en place une stratégie, ça marche, 15 jours après, on refait le point, on félicite tout le monde et c'est tant mieux, et on avance le programme comme ça en fait. Sauf que chez les enfants qui présentent des comportements tyranniques, ça, on sait très bien que ça marche pas parce que déjà la dynamique familiale n'est pas la même. C'est des enfants qui vont dire moi en fait, je vais pas faire un effort pour avoir une récompense, je vais user mes parents pour obtenir mon dû. C'est un peu différent comme approche. Il y a un très haut niveau d'accommodation chez les parents, ça on l'a observé et j'y reviendrai. Et ce sont des parents qui ont un haut niveau d'éducation. Alors, dans les 130 et quelques premières familles qu'on a vues au CHU et pour lesquelles on a rédigé un article scientifique, on est dans des contextes familiaux, dans des catégories socio-professionnelles plutôt élevées en fait. Voilà. Et des enfants intelligents, il y a cette idée de dire oui, enfin là tu m'as expliqué que j'allais gagner une récompense, ça c'est une forme de contrôle. Et ils n'aiment pas trop. Voilà. Bon, je le dis parce qu'il y en a peut-être dans la salle et à la fois en visio qui ont eu affaire à ces enfants là et au fait d'avoir pu dire si tu fais telle ou telle chose, tu auras une récompense. Et l'enfant en face qui dit non, mais certainement pas, t'as pas compris, ça n'a pas marché comme ça. Alors, quand on dit intelligent, je tiens juste à rappeler quand même un petit truc qui est colporté souvent à tort. C'est pas un diagnostic d'avoir un enfant qui a un haut potentiel intellectuel, hein. C'est un niveau de fonctionnement. Et tous ces enfants-là n'ont pas forcément un haut potentiel intellectuel, on va dire total, homogène et tout ça, puisque très souvent, ils ont des troubles. Et donc ça, forcément, dans le potentiel intellectuel, on voit des choses qui sont plutôt hétérogènes. Mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est plutôt des enfants qui ont un très bon indice de compréhension verbale pour ceux qui maîtrisent la lecture des WISC et de tout ça. Et qui, du coup, en termes de raisonnement derrière, vont vite et tiennent un peu tête. Enfin, tête, pas un peu tête. Donc, le rationnel, justement, pour utiliser la résistance non violente, c'était en fait de dire, dans le service, on sait faire en tout cas, on savait faire un certain nombre de choses dans les troubles du comportement. Alors, pareil, troubles du comportement, c'est pas un diagnostic, mais dans les diverses problématiques comportementales des enfants et des ados. Dans ce qu'on savait faire jusqu'alors, les parents étaient renforcés par les progrès de l'enfant en direct, puisque c'était vraiment ça. Et le petit problème, c'est que l'échec de ces stratégies-là, les parents n'étaient pas en capacité, mais ce qu'on comprend vraiment, de se dire, à l'hôpital, ils n'ont pas testé la bonne hypothèse, c'est pas ça qu'il faut à mon enfant. Les parents étaient plutôt dans on est tellement mauvais parents ou tellement nuls qu'on n'y arrive pas, et du coup à se dégrader encore en termes de culpabilité, et de choses comme ça. Et ça ne marchait pas parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas, ces programmes-là, avec cette population-là. C'est des programmes qui sont très intéressants, mais pas pour les comportements tyranniques du tout. Des difficultés à mettre fin à l'escalade de la violence avec des passages aux urgences, avec des appels aux pompiers, un certain nombre de choses. Et pas de changement de comportement de l'enfant. Pas de motivation non plus à changer. Donc, on a bien compris que ça ne fonctionnait pas, mais ça nous a quand même pris du temps. Enfin, c'est ça qu'il faut aussi que je dise aussi. C'est pas juste, on s'est dit, tiens, ceux-là, on ne sait pas trop quoi faire, allons nous former. C'était pas, voilà. Il y a plein de familles qui étaient plutôt honteuses de nous avouer ce qui se passait à la maison, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et il y a des familles, alors on le raconte tout le temps avec Nathalie Franck, il y a une famille qu'on a très bien en tête, qu'on a suivie pendant des mois et des mois. Et au bout de je ne sais pas combien de mois, parce qu'on a pris cette famille en retard en consultation, là, l'enfant a commencé à monter dans les tours. Et en fait, les parents nous ont dit, faut qu'on vous raconte aussi la violence à la maison. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, c'était des choses, mais qui étaient alors cachées. J'aime pas ce truc-là parce que ça voudrait dire que on n'a pas une bonne alliance avec les parents et je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est des familles qui ont connu du jugement pendant un certain nombre d'années et qu'au bout d'un moment, on se dit, on en a parlé à tout le monde nous a dit, c'est toi le problème, c'est pas l'enfant. Donc au bout d'un moment, on arrête d'en parler, quoi. Enfin, je pense que c'est plutôt quelque chose, à mon sens en tout cas, de cet ordre-là. Premier point de départ. Alors, le premier point de départ, je pense qu'il nous a fait
ressentir ce que beaucoup de familles ont ressenti dans nos groupes au départ, on s'est dit: «Ouh là là, mais en France, ça, on ne sait pas faire», très clairement. Et bon, il y a certaines familles qui sont déjà venues nous voir après, les groupes et qui nous ont déjà dit: «Faut quand même qu'on vous dise, au départ, on vous a regardé un peu bizarrement». Parce que c'est pas du tout la façon, je dirais classique de travailler et de prendre en charge en pédopsychiatrie. Voilà, donc les premiers groupes, on a aussi dit aux familles: «Ben, voilà, en fait, on commence et donc on commence, tous ensemble, en fait». Voilà et on va voir comment ça évolue. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue bien. En tout cas, fin 2015, 1er, groupe mis en place suite à une rencontre, enfin une formation plutôt, avec, Chaim Omer, donc qui est israélien. J'aurai l'occasion de vous en reparler et donc depuis 2015, alors forcément, on s'en sert dans, les CHU, on s'en sert en libéral, en individuel, pas que en groupe, parce qu'au départ, c'est un programme de groupe, en institution, parce qu'il y a des institutions aussi qui sont formées et par rapport aux communautés, à ce que je vous disais tout à l'heure, notamment sur les problématiques scolaires. Donc de la pédopsychiatrie classique au comportement tyrannique. Ben, les comportements tyranniques, c'est pareil, c'est pas un diagnostic non plus, c'est une modalité de fonctionnement, mais qu'il fallait s'attacher quand même à décrire aussi. Donc, c'était cette idée de dire dans le repérage, alors c'est pas des critères de diagnostic, ce que je montre là, c'est vraiment du repérage. Ben, on voit des familles dont les parents ont peur de leur enfant, et si c'est pas de l'enfant, c'est un peu de ses réactions plutôt. Les parents ne se sentent pas en position de décider. Les parents ont abandonné des aspects importants de leur vie. L'enfant n'a aucun respect pour la position du parent et pour ses besoins. Souvent, les parents ont honte de la situation. Alors, sur ce point précis, je remercierai quand même React parce que c'est de moins en moins vrai, cette histoire. Moi, les familles que je rencontre vraiment à l'heure actuelle, elles disent, mais on est allé sur tous les sites, sur toutes les assos. Nous, on n'a plus honte d'en parler. Enfin, en tout cas, moins honte d'en parler. On sait vraiment que ça existe. Et je trouve enfin, c'est vraiment un retour de consultation, c'est pas statistique, mais on est moins confronté à cette problématique, alors que quand on a commencé, bon, c'était quand même autrement plus compliqué. Donc, merci pour ça. Et quasi aucun problème de conduite en dehors de la famille. Et là, on a eu affaire à un vieux schéma, mais qui est quand même un peu toujours d'actualité. C'est un peu les idées reçues. C'est finalement la gestion de la violence à l'heure actuelle, dans les retours de famille et même dans les retours de soignants. À quel moment vous pensez qu'on la prend en charge? Dans les crises. Alors, dans les crises, bien sûr, en tout cas, c'est à chaud. Bien sûr que c'est le moment le plus urgent, celui où il faut agir un peu comme un pompier et éteindre le feu. Bon, OK. Et ça, partout là où je suis passée, en DITEP ou voilà, quand on pose les questions aux soignants qui ne sont pas formés ou qui ont des pratiques en pédopsychiatrie depuis un certain nombre d'années, on a un peu ce genre de réponse-là, hein, quand même. Donc, le problème de mettre en place des stratégies à chaud, il est le suivant, c'est que, en fait, à terme, ça renforce les comportements déviants, ça les réduit pas du tout. En fait, en croyant éteindre quelque chose, on l'augmente. Ça a des effets néfastes sur la relation avec l'enfant, puisque là, on est parent contre enfant, et on n'est pas parent avec l'enfant contre la violence. C'est aussi un peu différent comme approche. Ça entraîne des réponses émotionnelles négatives encore plus intenses pour tout ce qui est, par exemple, la peur, la crainte, enfin voilà, ce genre de choses. Ça augmente le risque ultérieur d'agressivité chez l'enfant et ça aggrave l'intensité et la durée dans la crise, en fait. Plus on la renforce, plus on augmente ces paramètres-là. Et à froid, on disait aux parents, alors là, ce que je vous raconte là aujourd'hui, on s'y est formé depuis un moment et de ma petite place derrière ce bureau, ça me va très bien de vous dire ça gentiment, hein. Je ne suis pas dans votre quotidien. Voilà, donc c'est un peu un retour ce que je vous fais là, hein. Vraiment, c'est sans jugement et ça n'a pas d'autre prétention qu'une prétention descriptive. Et donc, on disait aux familles, et à froid, vous faites quoi? À froid, on essaye de pas le frustrer, de pas trop y penser, d'éviter les crises. Alors, quand je dis éviter, c'est au sens pathologique du terme, c'est pas au sens aidant. Enfin, on reviendra là-dessus aussi. De le laisser tranquille. Quand il nous embête pas, surtout, j'y vais pas. Et là, vous êtes rentré dans des spirales d'accommodation, enfin même d'hyper-accommodation, on devrait dire. C'est vraiment ce sentiment de marcher sur des œufs.
que c'est toujours sur le fil, que tout est anticipé pour éviter les crises émotionnelles, que on sort un peu tout devant à cet enfant pour pas le frustrer et pour pas que ça parte, quoi. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça implique aussi le renoncement personnel et la honte, en fait. Parce que même si ça s'est installé de façon insidieuse dans le développement, en général, les parents disent: «Mais il y a bien longtemps qu'on a remarqué qu'on faisait des choses pour notre enfant qu'on faisait pas, par exemple pour sa fratrie, ou que les autres parents ne font pas avec les petits copains ou des choses comme ça, quoi». Donc cette hyper-accommodation, c'est vraiment, central dans la prise en charge, des comportements tyranniques et c'est vraiment surtout décrit dans la littérature scientifique. C'est-à-dire que ce que vous faites là, c'est qu'à un moment, vous avez été coincé dans un système et que vous avez été contraint de rentrer dans cette hyper-accommodation, mais je veux dire, c'est pas, enfin, ne vous dites pas: «On est perdu et personne ne connaît ça». C'est pas le cas, c'est très bien décrit. Et ça a été décrit d'ailleurs en premier lieu, dans les troubles obsessionnels compulsifs, puisque là, c'est effectivement en termes d'hyperaccommodation, les enfants qui font rentrer des parents dans leur rituel pendant, des heures et des heures, avec la visée de réduire leur anxiété, mais ça marche pas du tout, on le sait très bien. Voilà, au contraire, à court terme, bah, ça peut un peu marcher le fait d'hyper-accommoder puisqu'on se dit: «Bon, ben, on rentre un peu dans, finalement les demandes de l'enfant», donc on a l'impression qu'on le stresse moins ou qu'il est moins anxieux et donc à court terme, bah, on a l'impression que c'est mieux. Bah, sauf qu'à long terme, ça aggrave en fait. Ça, on le sait. Après, encore une fois, c'est pas du jugement. Quand il est 23 heures et qu'on est coincé depuis 1 heure dans, par exemple, les tocs de l'enfant et qu'on se dit: «Là, si je répète une 122e fois la phrase, je sais que c'est bon, on peut aller se coucher», versus si je lutte, demain, on va pas dormir et demain, personne n'ira à l'école et personne n'ira au travail. Enfin, voilà. C'est aussi un positionnement où des fois, on n'a pas eu le choix et donc on est rentré là-dedans. Mais nous, notre travail, c'est aussi de vous livrer attention, différencions, tous, enfin, le calcul à court terme et le calcul à long terme. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on n'en attend pas? Et n'y allons pas à la Rambo non plus. On va pas, derrière, tout désaccommoder du jour au lendemain, alors que parfois, il y a des parents, quand on fait cette liste de qu'est-ce que vous accommodez, vous hyper accommodez pour votre enfant depuis toutes ces années, c'est plus une liste, c'est un cahier. Donc vraiment, c'est des choses qu'il faut reprendre petit à petit pour désaccommoder. Donc le risque, c'est que ça produit un effet d'évitement, heu, mais au départ, c'est vraiment pour aider l'enfant, c'est pas pour l'embêter, quoi. Quand on a un petit enfant qui est anxieux, qui nous demande de la réassurance, mais bien sûr que c'est normal, en fait, d'accéder à ça. Le petit problème, c'est que ce moment, je dirais, du développement classique de l'enfant, bah, derrière, il prend 1 heure, 2 heures ou enfin toute une vie, quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis là-dedans, on parle souvent des parents, mais parlons aussi de la place des soins, qui n'a pas fait son boulot de poser des diagnostics ou de, faire un certain nombre d'évaluations aussi. Donc, voilà. Du coup, l'idée, c'est voilà, l'hyperaccommodation, elle peut aussi conduire aux conduites de violence. Alors, violence, c'est un gros paquet, hein, j'englobe tout là-dedans, mais c'est cette idée de dire: «Bon, bah, aujourd'hui, on va plus céder, on va plus rentrer dans ces conduites d'hyperaccommodation, on va résister», un peu comme ça, du jour au lendemain. Bon, bah, là, la violence, elle émerge et il y a des familles qui disent: «Mais en fait, nous, la violence, elle a eu lieu rétrospectivement plusieurs années après qu'on ait commencé à vraiment hyper accommoder, les choses, en fait». C'est pas incohérent non plus, hein. Donc effectivement, pendant les tentatives de désaccommodation et parfois aussi, les parents disent: «On n'a pas vraiment essayé de plus accommoder, mais c'est que l'environnement autour, enfin, notre enfant a grandi, il est passé au collège et donc l'exigence du milieu n'est plus du tout la même. On n'en a plus les mêmes attentes et là, enfin, c'est vraiment là qu'on a vu émerger, les conduites de violence». OK. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des escalades qui conduisent à la violence. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce schéma-là. Alors, normalement, on est à peu près tous dans la salle très conditionnés dans nos cerveaux, à rouge, c'est mal et vert, c'est bien. C'est faux dans ce schéma, hein. Vert, c'est pas bien non plus. Enfin, c'est pas non plus, super. C'est juste que ce schéma, à un moment, il est protégé, qu'on peut plus changer les couleurs maintenant. Donc, voilà. Il y a l'exigence tout en haut, du parent envers son enfant et puis, enfin des parents d'ailleurs,
envers l'enfant. Et du coup, il y a deux types d'escalade et donc deux types de réactions. Donc, l'escalade réciproque, c'est plutôt tout ce qui est réaction dure, réprimander, menacer, punir. Alors, vous savez, c'est ces fameux trucs quand on consulte de façon non spécifique, où on dit l'enfant, il faut lui mettre un cadre très serré, faut pas. Enfin, voilà, c'est un peu ça, réciproque. Et l'escalade de l'autre côté complémentaire, le côté réaction douce, ah oui, non, mais je comprends que tu sois énervé, donc voilà, enfin, bon, un peu le côté ultra compréhension. Ce qui, attention, quand on n'a pas un enfant qui a des troubles, les deux, ça marche. Et enfin voilà. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres enfants, vous le savez que ça marche en fait. Mais là, la problématique, c'est que du coup, ben, il y a ces deux types d'escalade, une qui mène plutôt à la violence physique, l'autre plutôt à la violence plus psychologique, je dirais. Mais dans les deux cas, c'est souhaitable pour personne et dans les deux cas, ça conduit à la soumission du parent, en fait. Et là, pareil, il y a un autre enjeu au niveau familial. Alors, ce sera ma minute stéréotype. C'est que classiquement, papa est plutôt dans la réaction dure et maman dans la réaction douce. Mais bon, c'est un retour de consultation, hein. Ce que je vous dis, c'est pas des stats non plus. Mais le problème, c'est que chacun constate que sa position ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on rigidifie les choses. On est de moins en moins flexible quand on a affaire à un échec. Et donc, papa qui était dur devient peut-être un peu plus dur ou en tout cas ne lâche pas. Et maman qui était très douce devient encore plus douce. Et le problème, c'est que là, au lieu de faire une équipe parentale, c'est l'inverse qui se passe. C'est que du coup, les liens arrivent à plutôt s'opposer à la fin et forcément ça crée des brèches. C'est le principe de la cohérence parentale et les enfants, tous les enfants sont très doués pour se mettre dans les brèches. Mais alors avec cela, ça donne une autre coloration en termes de violence et de comportement. Et puis pareil, il y a des parents qui disent, enfin voilà, le papa dans la consulte qui dit, bah moi la réaction dure, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pas, bah j'ai essayé d'être plus doux, mais ça marche pas non plus. Ou la maman qui dit, bah moi on m'a toujours dit que je savais pas poser des limites, donc ben, maintenant, j'ai essayé la réaction dure. Oui, bah, ça marchait pas non plus. Non, en fait, ça marche pas. On le sait. C'est le modèle de la soumission. Et le problème, c'est qu'à la fin, les parents, ils deviennent vraiment apeurés par l'intensité, en fait, de leurs réactions et même eux, de leurs émotions. Il y a des parents qui disent, mais moi, je me suis vue faire du mal à mon enfant et que ça finisse, en fait, très, très mal. Sauf que les parents ont des limites, mais l'enfant n'a pas du tout les mêmes limites. Enfin, je pense que vous avez tous vu tous les reportages qui sont sur le site de l'ASSO où il y a de nombreuses familles qui discutent de l'absence de limite de l'enfant et que quand le parent met une contrainte, derrière l'enfant, lui, il n'a pas de limite en fait. Donc forcément, les familles, elles ont peur pour l'enfant puisqu'elles sont bienveillantes, hein. Au départ, on oublie un peu de le préciser et de le rappeler, mais c'est le cas. Les familles, elles ont peur du suicide, elles ont peur des questions de fugue, de la décompensation psychiatrique, de la déscolarisation, enfin, de tout un ensemble d'éléments. Enfin, la santé mentale de l'enfant, c'est hyper important, et la leur, en fait. Et donc, dans l'évolution, ces nouveaux programmes de résistance, enfin, nouveaux pour nous, hein. Pour le reste, c'est moins nouveau, mais cette nouvelle approche finalement de résistance non violente avec cet objectif, permettre aux parents de sortir de la soumission, de l'isolement et de la violence. Les stratégies s'adressent uniquement aux parents. Voilà, c'est un programme unilatéral. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un raisonnement, et c'est ça qui est un peu dur en pédopsychiatrie en France, il faudrait se dire, tout ce qu'on va faire, c'est les parents qui le font. De l'enfant, on n'en attend rien. Et là, ça, c'est compliqué parce qu'en France, normalement, on met des choses en place pour avoir un certain résultat. Mais en fait, il faudrait même pas parler du résultat. Si vraiment on voulait faire les choses comme le font très bien les Israéliens, on ne devrait pas se dire, ben tiens, si les parents mettent ça en place sur l'enfant, ça va faire ça. On devrait se dire que l'objectif, c'est que les familles mettent en place des stratégies et donc on devrait se concentrer vraiment sur les moyens, en fait. Est-ce que du coup, vous l'avez mis en place? Oui, non. Bah oui, ok, super, machin. Non, quels ont été les freins? Voilà. Et, sauf qu'en France, on raisonne par rapport à l'enfant. Mais voilà, je vous livre un peu le programme tel qu'il a été fait aussi au départ, hein. Donc, modifier la dynamique familiale, aider les parents à reprendre le contrôle de leur maison, c'est un peu ça l'idée. Déstabiliser le schéma de tyrannie familiale, donc c'est la question de réduire la violence. Et idéalement, au final, mais c'est vraiment en bénéfice indirect,
inciter l'enfant à se diriger de façon plus active vers les soins. Et ça, en termes d'évolution, à chaque fois qu'on parle de ce programme et qu'on dit que, bien sûr, ça fait partie des soins et c'est de la pédopsychiatrie, on scotche tout le monde autour parce que absolument tout le monde, mais objectivement, même nous, quand on y a été formés, on s'est dit, mais il faut s'intéresser, mais que aux parents à mettre en place des stratégies sans rien en attendre. D'accord, bon, c'est vraiment une nouvelle approche, quoi. Bon, donc ma pratique, elle s'organise un peu en 2 points différents. En libéral, mais c'est aussi pour que je vous raconte un peu comment c'est, coloré et dispatché sur le territoire. En libéral, en fait, il y a des familles que je suis ici, pour le coup, et je travaille qu'avec les parents. J'ai jamais vu l'enfant. Et ça, on peut se dire: «Non, mais c'est un peu choquant». Oui ou pas, en fait, parce qu'ils sont pas motivés. Ils ont déjà été suivis depuis X années, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont pas motivés. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ben, du coup, aux parents: «Désolé, tant qu'il est pas motivé, je peux rien faire pour vous». Non, c'est pas exactement vrai. Mais attention, avant 2015, c'était le discours porté en France en pédopsychiatrie partout. Voilà, hein. Donc bon, là, c'est pareil. Nous, on a une évolution qui est un peu différente de certains, autres centres, mais voilà. Les diagnostics ne sont pas toujours posés. Alors la force de ce programme, aussi, à mon sens, c'est d'identifier qu'on peut travailler dans les dimensions, dans les catégories diagnostiques. Donc ça, c'est toujours très intéressant, mais je ne suis pas médecin. Donc si j'ai pas des médecins qui ont posé des diagnostics autour, je sais pas, en fait, ce qu'ont ces enfants, voilà. Mais du coup, par contre, on peut travailler dans les dimensions. En fait, en pédopsychiatrie, on a les catégories diagnostiques, donc tout le TDAH, l'autisme, enfin tout ce qu'on veut. Et dans ces catégories, il y a des dimensions. Une des dimensions, c'est la violence, la dysrégulation émotionnelle, enfin voilà, plein d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Ce qui est très intéressant, en fait, pour nous. Voilà. Si accès possible, consulte avec l'enfant, l'ado. Alors, je ne tiens pas mes stats à jour parce que, bon, sur la partie organisation, je suis très mauvaise, mais en tout cas, j'en vois pas tant que ça, en fait, des enfants dont j'ai suivi les parents pour ces problématiques-là en libéral, et pas que pour des raisons de secteur, pour des raisons de, en fait, moi, j'estime que je m'occupe des parents, voilà, de mettre en place la guidance, et puis j'estime que si à un moment donné, il y a une motivation, du côté de l'enfant ou de l'ado à changer, qu'il y a plein de professionnels de secteur qui sont très, très bien pour ça. Enfin, voilà. Mais une fois que le travail avec les parents est fait. Et mon boulot aussi, c'est de former d'autres professionnels. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des médecins scolaires, qui sont formés, un certain nombre d'institutions aussi, j'en reparlerai, là-dedans aussi. Côté institutionnel, du coup, ma place, elle est aujourd'hui, côté hôpital à Vienne, je le répète. Donc, pareil, dans les hôpitaux, on peut maintenant travailler en première intention avec les parents, mais en groupe plutôt, pas trop en individuel, bon, pour des raisons de cotation d'actes et de choses comme ça. Et en hospitalier, les diagnostics sont, quasi déjà posés, en tout cas dans l'organisation des soins, on essaye vraiment plutôt de fonctionner comme ça. Et une de mes casquettes a été aussi, alors notamment pour, HFME, de former en fait l'équipe soignante à ces stratégies-là aussi. Le format de la prise en charge. Donc normalement, enfin vous avez peut-être vu, entendu parler, de de cette bible, voilà. Il y en a d'autres des bibles dans le même registre, mais sur toute la résistance non violente, c'est toujours, intéressant de l'observer, et des fois, on a du mal à se dire alors, moi, c'est facile, c'est mon métier d'être proche des soins et des stratégies qu'on peut mettre en place. Mais quand on est un parent et que notre métier, c'est j'en sais rien quoi, mais un truc qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est un peu compliqué de se dire: «Non, mais alors là, il y a des gens qui vont m'expliquer comment je dois faire avec mon enfant et je vais gentiment devoir les écouter, alors que ça fait 10 ans qu'il est suivi et que rien ne s'est passé». Je comprends, vraiment, je comprends. Si vous êtes dans ces cas-là, je vous invite à lire les autres ouvrages de Chaim Omer sur la résistance non violente pour les communautés, où là, on discute dans la bande de Gaza notamment, comment on a utilisé la résistance non violente, comment on a utilisé certaines stratégies pour lutter contre la violence. Voilà. C'est juste une ouverture, mais l'ouverture avec l'actualité, elle a son importance à mon sens aussi. Donc voilà. Pour eux, en tout cas, ce qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est vraiment
cet ouvrage qui fait référence, c'est 13 séances. En CHU, on fonctionne plutôt en groupe, donc groupe de parents, pas d'enfants. Séance hebdomadaire de 1h30, à peu près 12 familles. Dérivé de la résistance non violente de Chaim Omer. Et moi, en libéral, à l'heure actuelle, je l'utilise que en individuel avec les familles, puisque j'arrive plus à faire tourner des groupes, mais ça, c'est plus des raisons d'organisation, je dirais. La résistance non violente, alors en France, on l'utilise, hein, mais sachez qu'on ne l'utilise pas que en France, on l'utilise dans un certain nombre d'autres pays, notamment dans la réduction des comportements déviants chez l'enfant, chez l'ado, mais même chez l'adulte, en fait, avec des patients hospitalisés en psychiatrie. L'idée, c'est de diminuer le sentiment de désespoir, d'impulsivité et de solitude des familles, diminuer les escalades conflictuelles. Bien sûr, je vous en ai parlé, un élargissement à la communauté. Au départ, on était vraiment sur les enfants avec des comportements de violence ou de destruction. Et puis, petit à petit, la résistance non violente, elle s'étend à d'autres troubles et d'autres volets aussi, puisque en France, on a le volet des familles qui est plutôt fait, on va dire, mais le volet des communautés, on s'y attaque un peu, et le volet scolaire, on s'y attaque un peu aussi, mais on est au démarrage, quoi. Les particularités du programme dans l'évolution des pratiques, à mon sens, c'est vraiment de reconnaître la situation des familles avant tout, et en fait, surtout de les croire. Un truc qui semble un peu bête, mais il y a beaucoup de familles qui disent, mais enfin, si vous voulez, on a des vidéos, hein, on vous montre. Moi, je dis, bah, si vous voulez, mais je vois pas trop pourquoi. Bah, parce qu'il a fallu qu'on fasse ça pour que les gens nous croient. Oui, enfin, non, même pas besoin, on nous croit, hein. Enfin, moi, je vois, on est samedi 4 novembre, vacances scolaires. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous vous sentez concerné. Sinon, vous seriez, je sais pas trop où, en train de faire d'autres choses. Donc, voilà, pareil pour ma consultation. Je vois pas trop pourquoi des familles arriveraient en s'inventant des problèmes. Enfin, bon, ça après, on a peut-être une approche différente dans le Sud. Créer une alliance avec les parents. Alors, créer une alliance avec les parents, vraiment, avant tout, ça repose pour moi sur le fait d'être sans jugement. En fait, nous, on est là à vos côtés, on a des stratégies qu'on connaît un peu plus que vous, certainement, ça, OK. Les experts de vos enfants, ça reste vous. Et du coup, comment ensemble, on a un peu une démarche de cothérapie et comment on met des choses en place. Pour moi, c'est pas plus que ça, et c'est certainement pas être dans un jugement, vous êtes trop comme ci, pas assez comme ça, commencer à lui dire que vous l'aimez plus ou à plus fêter son anniversaire. Enfin, ça, on en a entendu des comme ça. Non, c'est pas trop l'enjeu, en fait. Faire appel à la part anti-violence de l'enfant et de l'ado en fait, c'est vraiment dans les moments à froid, c'est là qu'il va falloir, que les parents agissent. La ligne de conduite, c'est vraiment d'éviter les escalades, les réponses impulsives ou les réponses de soumission et de fuite. Mais petit à petit, parce que là, bon, c'est dans mon diapo, c'est tout joli, hein, mais c'est pas on passe à 100 de soumission ou de réponse impulsive à 0 du jour au lendemain. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, il faut être réaliste aussi. Entraîner les parents à adopter un discours, surtout au-delà du discours, une attitude ferme et déterminée. Parce que le discours, je pense que vous n'avez pas besoin de nous, vous avez déjà parlé à vos enfants d'une façon ou d'une autre. Ou voilà, le discours, finalement, bon, il y a beaucoup de pros ou même de parents qui disent, mais moi, je comprends pas très bien, j'ai été formée à la communication non violente. Du coup, ben, c'est un peu pareil. Ah non, 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 la résistance non violente, c'est justement un peu l'inverse. On communique pas. On agit. Alors, ça marche pas. En tout cas, peut-être que à froid, c'est intéressant de de parler à son enfant de façon non violente. Enfin, c'est toujours mieux, je pense, que de lui parler de façon très impulsive et très énervée. Mais en tout cas, effectivement, pour la question des épisodes de violence, c'est pas ça qui va nous servir. Je vous rejoins complètement. Donc, les grandes idées du programme, du coup, eh ben, en fait, c'est de sortir du sentiment d'urgence et de crise, du feu, là, avec mon pompier de tout à l'heure, et de se replacer à froid et de raisonner à froid en se disant, ben, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre en place petit à petit, et les grandes idées du programme, c'est un peu ce que j'ai mis entre guillemets, c'est vraiment, il ne faut pas vaincre, mais persister.
c'est vraiment cette idée de on veut pas plier l'enfant pour qu'il obéisse. Enfin, c'est pas du tout ça en fait. C'est on va utiliser un certain nombre d'actions pour persister plutôt à froid et engager notre lutte dans la violence sans même utiliser nous-mêmes la violence. Donc battre le fer quand il est froid, ça c'est 100% du programme. Enfin, il y a un truc pour la crise, mais c'est bien tout, quoi. On a le droit de commettre des erreurs parce que c'est possible de les corriger, aussi incroyable que ça puisse paraître. On peut revenir sur des erreurs qu'on a pu commettre. Enfin, c'est important de l'entendre aussi, parce qu'il y a plein de parents qui disent: «En fait, là, on a pris une décision à chaud. Maintenant qu'on en rediscute calmement avec vous, on se rend compte que c'était une très mauvaise idée. Mais en fait, si on était revenu là-dessus, ben, on aurait perdu toute notre autorité parentale». Ben, non, parce qu'en fait, l'autorité parentale, aujourd'hui, en 2023, elle repose plus du tout sur les mêmes ingrédients que ce que nous, on a appris, enfin, ce que moi, par exemple, j'ai appris en étant enfant avec mes parents. C'est complètement différent. Et aujourd'hui, on peut commettre des erreurs parce que c'est possible de les corriger. Alors, dans la résistance non violente, c'est des techniques un peu particulières, je dirais, mais c'est possible. L'ennemi, c'est pas l'enfant, c'est la violence. L'idée de ce programme, c'est vraiment d'être rangé côté familial, de pas mettre parents contre enfants, mais de mettre parents et enfants côte à côte, un peu comme dans une équipe de sport ou voilà, contre la violence. Ça, c'est important et c'est difficile. Et ça dénote une perception du temps qui différencie ancienne autorité, où ancienne autorité, on était à chaud dans la minute, il fallait avoir fait telle chose, et la nouvelle autorité, où en fait, pour lutter contre la violence, c'est pas à chaud que ça se passe, c'est à froid. L'idée, c'est que la violence perd sa légitimité, les tiers se rangent du côté du parti qui utilise la non-violence, c'est important ça aussi, et donc c'est vraiment cette idée de rallier l'opinion publique. Restaurer l'estime de soi du parti non violent, donc des parents, et affaiblir la confiance en soi du parti violent, donc de l'enfant, mais dans l'utilisation de la violence, en fait. La violence, s'il continue à l'utiliser, c'est parce que, c'est malheureux à dire, il y a quelques bénéfices secondaires. Une fois qu'on a identifié ces bénéfices secondaires et qu'on arrive à utiliser d'autres stratégies, la violence, elle diminue en fait. Mais c'est dur de faire ça parce que ça fait des années qu'on est dans certaines spirales et qu'on fonctionne d'une certaine façon. Et qu'en plus, on a la pression des autres à l'extérieur qui nous disent: «Oh, bah, tu devrais être plus ferme ou tu devrais être plus comme ci ou moins comme ça». Oui, non, mais d'accord. Enfin, là, on discute de pédopsychiatrie, on discute de troubles. Si je vais plus loin, on discute quand même de la question du handicap aussi. On ne peut pas mettre en place des stratégies éducatives classiques avec ses enfants. Enfin, c'est pas possible. Je vous ai mis, alors de façon un peu, un peu en labyrinthe là, tout de suite, les différentes séances en fait qu'il y a dans le programme. L'idée, c'était pas que je vous les détaille parce que bah, React fait ça mieux que moi, très clairement. Mais au-delà de ça, on n'était pas là uniquement pour ça aujourd'hui. Mais voilà, de vous dire à peu près ce qu'on aborde dans chaque séance, en gros, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies. Et vous voyez, la seule à chaud, c'est celle où il y a l'éclair. Hein. Donc, la formation des professionnels sur le terrain, ça, c'est dans les évolutions aussi, parce qu'avant, c'était bah, personne ou pas grand monde, en tout cas. Mais en tout cas, maintenant, il y a quand même toutes les associations de formation, en tout cas en pédopsychiatrie, qui font des choses un peu empiriquement validées, qui proposent des formations à la résistance non violente sur le programme familial, avec des sessions de 1 à 2 jours. Moi, régulièrement, j'interviens pour certaines assos et pour certaines institutions aussi, pour former les équipes ou les pros, ou enfin, peu importe. C'est accessible à tous les professionnels de santé qui veulent utiliser ces outils dans leur pratique. Et des fois, c'est pas rare du tout d'avoir des professionnels de santé qui disent: «Mais moi, je suis orthophoniste», par exemple. On se dit a priori rien à voir, voilà. Mais en fait, mon idée, c'est d'avoir ces outils parce que parfois en séance, il y a des enfants que je repère et du coup, j'ai quand même un échange régulier avec les parents puisque je suis en première ligne de soins et de pouvoir juste leur dire: «Mais vous savez, il y a ces programmes qui existent» et de pouvoir bah, moi, je trouve ça super aussi, en fait. L'idée, c'est que tous ceux qui veulent se former peuvent et doivent, à mon sens, le faire, même s'ils vont pas utiliser les programmes après, en fait. C'est un peu l'idée de la communauté de soins aussi, hein, derrière. Bon, via les institutions, ben, du coup,
selon les unités de soins, selon un peu les organisations, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un accès aux parents. On forme les gens. Les médecins scolaires du Rhône, du 42 et de l'Ain sont formés aussi. La fondation, alors la fondation OVE, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est une fondation qui gère les établissements à peu près médico-sociaux du secteur. Et donc, on avait présenté un module aussi à leur journée un peu nationale. Bon, il y a eu un certain nombre d'autres choses d'entreprise, mais voilà. Les retours plutôt, sur la formation des professionnels, mais un peu aussi des familles, je dirais. Tout le monde se sent plus outillé pour accompagner les parents. Bon, bah ça, c'est la bonne nouvelle. En individuel comme en groupe, ça, c'est plutôt après des habitudes et des organisations des pratiques, finalement, si on fait de l'individuel ou du groupe. Mieux gérer les comportements de violence des enfants et des ados sur les lieux de soins. Donc ça, c'est intéressant aussi. Nous, dans l'hôpital dans lequel j'ai travaillé à Lyon, le projet, c'était en fait, vous savez, dans les hôpitaux, dans les unités, il y a des pièces un peu utilisées qui s'appellent des pièces d'apaisement, de choses comme ça. L'idée, c'était d'arrêter de les utiliser, en fait, en réduisant les crises et les déclencheurs, en fait. Donc, c'est intéressant aussi. En psychiatrie de l'adulte, par exemple, c'est ça aussi, éviter les contentions. Mais c'est pas éviter au sens psychopathologique du terme, c'est pareil, c'est pas on fait tout pour le patient et du coup on lui sort tout devant. Non, c'est utiliser la résistance non violente pour que ça n'ait pas à monter à ce point-là de contention. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Moins d'épuisement à lutter contre la violence parce que chez vous, dans les familles, c'est épuisant. Chez nous, dans les soins, c'est épuisant aussi pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des soignants qui pensent qu'ils doivent faire un peu comme vous à la maison, montrer que c'est eux qui ont l'autorité dans le service de soins et que tout repose uniquement sur eux-mêmes. Donc, ces soignants-là finissent en burn-out, on le sait très bien. Alors que vraiment, l'idée, c'est plutôt de se dire, on est en équipe soignante et déjà dans les soins, on est pourtant tous formés à ça, c'est difficile. Hein. Donc, je comprends que ce soit difficile aussi à la maison, en se disant, en fait, on est une équipe, quelle aide je peux demander à mon collègue? Et normalement, les autres, c'est le filet de sécurité de certains moments, en fait, dans ma pratique. Enfin, c'est un peu à ça que ça sert aussi sur les lieux de soins. Voilà. Donc, moins d'épuisement, moins d'escalade surtout, parce que l'idée, c'est pas de répondre à la force par la force, ça ne sert à rien. Plus s'autoriser à parler des situations de violence et faire appel aux autres, parce que pareil, la violence, comme quand on parle de la violence secrète dans les familles, dans plein de lieux de soins, la violence, elle est secrète aussi, on n'en parle pas, et puis on découvre des fois qu'il s'est passé un certain nombre de choses après. Bon, ça sert aussi à ça. Il y a de plus en plus de pros qui adhèrent à React aussi et qui utilisent le site comme ressource parce que en fait, ça nous fait gagner du temps. Alors, ceux qui me connaissent dans la pièce ont déjà vu le site de React. Alors, soit vous arrivez dans ma consultation via React, mais il y a aussi le côté, certains que j'ai suivis ici, où j'ai dit, mais les comportements tyranniques, il faudra se poser la question, allez voir certains reportages sur le site et tout ça, qui sont revenus en me disant, oui, c'est un peu ça. C'est important aussi quand même ce temps apprécié et ce temps gagné en fait. Et puis pareil pour les parents, ça dit ah mais on n'est pas les seuls en fait, ça existe vraiment et il y a beaucoup d'autres familles qui vivent ça. Enfin oui, c'est très important en fait. Pour nous aussi en fait, c'est un relais et c'est un soutien qui est très important. Et ils multiplient la diffusion autour d'eux également dans tous les milieux auxquels ils ont à intervenir. Et les freins, parce que dans toutes les belles évolutions, il y a aussi des freins. Et les freins à l'heure actuelle, c'est encore devoir convaincre de la nécessité, quoi. Mais comme beaucoup de programmes en santé mentale, hein, des fois, il y a des parents qui arrivent dans les consultes et qui disent: «Pourquoi je devrais faire votre programme?» Alors moi, je suis pas très commerciale en plus. Je dis, en fait, c'est de la santé mentale et puis là, il y a des problématiques qui sont très difficiles. Le but, c'est pas de vendre un programme, enfin voilà, c'est pas du tout ça. Le but, c'est de se dire, il y a des choses qui sont validées dans les comportements tyranniques, dans les comportements de violence, enfin et dans tel ou tel trouble. Bon, c'est les recommandations, qu'il faudrait suivre, quoi. Mais en même temps, je peux comprendre aussi que les familles posent les questions. C'est dommage parce que la santé mentale, on en parle de plus en plus, mais ça reste toujours un frein, quoi.
Implémenter le programme selon le type d'institution et selon, est-ce qu'on a accès aux parents ou pas? Ça reste quand même une question à l'heure actuelle, même si moi, cette question, elle me semble à des années-lumière de ma pratique, elle reste une vraie question. Le coût humain de ces programmes, parce que vous savez tous, ou peut-être pas, mais que quand on est dans une institution, alors j'entends en salarié, en libéral, on a encore un peu de chance, on peut à peu près faire ce qu'on veut pour l'instant. Mais le coût humain de ces programmes en institution, quand on veut monter un programme, généralement, il y a nos cadres ou voilà, des gens qui viennent nous dire: «Oui, d'accord, combien ça coûte? Combien ça rapporte? Comment tu t'y prends?» Maintenant, dans la santé mentale, on raisonne comme ça, hein, comme dans les entreprises. Donc c'est dommage aussi de devoir justifier ça, mais bon, c'est aussi les choses qui évoluent. La grosse difficulté actuelle pour moi, le reste, ça va, je sais justifier, mais pour moi, c'est celle-ci, c'est d'arriver trop tard. Quand les familles, elles sont déjà épuisées, elles sont en burn-out, elles sont en dépression, elles sont déjà, vraiment très, très mal, et de se dire: «Mais là, en fait, en face de moi, j'ai une famille, l'enfant dans la description, il a des comportements tyranniques, il faudrait utiliser la résistance non violente, mais ils en sont plus là, ils sont trop épuisés. Donc, du coup, va falloir que je leur dise, idéalement, on pourra utiliser ce programme. Avant, par contre, on va vous prendre soin de vous, en fait. Vous allez prendre soin de vous et vous allez faire un certain nombre de mesures pour vous-même avant le reste. Et là, c'est super dur pour les parents parce que les parents arrivent avec cette idée que quand mon enfant ira mieux, j'irai mieux. Fausse idée. C'est pas vrai. Voilà, et c'est difficile parce qu'ils viennent, je parle pour ma consultation, me voir avec, un peu ou peut-être beaucoup, j'en sais rien, d'espoir et je leur dis: «Non, mais en fait, on va pas faire ça, pendant les 6 prochains mois, on va faire autre chose pour vous» et donc là, les familles, elles ont l'impression de perdre du temps. Pour moi, c'est ça qui est le plus dur dans ma pratique à l'heure actuelle et la difficulté d'accès aux dispositifs de soins, d'évaluation à l'heure actuelle de certaines familles. Alors ici, on est à Lyon. On se dit à peu près que, Lyon, ça va, on est plutôt bien équipé. Ce qui est vrai sur le plan pédopsychiatrique, on est très bien équipé, mais par contre, c'est comme partout, c'est saturé partout. Donc les prochains rendez-vous, c'est dans, X temps. Donc voilà, c'est aussi ça, moi, les difficultés que je rencontre, à l'heure actuelle et qui, font souci, en tout cas à ma pratique et au soutien des familles. Voilà pour tout ce que j'avais, à vous dire pour ce topo sur l'évolution finalement de l'utilisation, de ces programmes-là. Donc merci déjà pour votre, attention, dans la salle et en ligne. Et l'idée du coup de maintenant, c'est que ça puisse être un peu interactif et que vous puissiez poser tranquillement, voilà, vos questions.